Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données et je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. On est ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. On reçoit aujourd'hui Jean-Daniel Feckett. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour Caroline. Jean-Daniel, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, donc je suis Jean-Daniel Feckett, je suis chercheur à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique, et à l'Université Paris-Saclay. Et ma spécialité, c'est les recherches en data visualisation ou visualisation d'informations, selon la façon dont on l'appelle, c'est pareil. La visualisation de données, c'est le sujet d'aujourd'hui. Peut-être déjà, on peut commencer par définir qu'est-ce que c'est la visualisation de données, surtout à quoi ça sert. Bien sûr, donc la visualisation de données, c'est une façon de représenter des données qui sont généralement abstraites, typiquement ce qu'on peut avoir dans des bases de données et qui peuvent avoir porté sur n'importe quel type de données. Et l'idée, c'est qu'en représentant ces données de manière graphique, en utilisant des bonnes représentations, on va pouvoir à la fois comprendre, mais aussi voir des choses qui sont souvent inattendues et pouvoir prendre des décisions à la fin sur ces données. Ok, donc ça sert à comprendre les données, ça sert aussi à prendre des décisions. Est-ce que c'est efficace pour prendre des décisions plus que d'autres façons d'arriver à cette information? Oui, sinon on ne l'utiliserait pas. Et tout à fait, c'est très efficace, c'est étonnamment efficace. Donc souvent, je prends un exemple simple pour illustrer l'efficacité, en prenant une table, et une table de petite taille. Donc typiquement, là, j'ai pris comme exemple la table des États américains. Et pour chaque État américain, on va avoir le pourcentage de personnes qui ont des diplômes du supérieur, et aussi le revenu moyen par personne. Si on pose des questions très simples sur ces tables, quel est l'État où il y a le plus haut pourcentage ou quel est l'État où il y a le revenu le plus élevé, on peut répondre à la question, il y a 51 lignes, mais pour chaque question de ce genre-là, on va devoir parcourir toute la table, ça va prendre beaucoup de temps, et ça va être très pénible, et on ne va pas poser beaucoup de questions parce qu'on va s'arrêter. Et donc l'idée, c'est, si on a beaucoup de questions de ce type-là, même sur une petite table, en utilisant une bonne représentation. Et donc là, j'ai un exemple de représentation très simple où on met sur l'axe des X les revenus moyens par personne et sur l'axe des Y le pourcentage de diplômes du supérieur. On répond instantanément à la question sans effort, en moins d'une seconde. Les deux états qui ont le maximum sont tout à fait apparents. Mais aussi, on se rend compte instantanément qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire que les points sont essentiellement sur une diagonale. Et donc, plus on a d'argent, plus on a de diplômes, plus on a de diplômes, plus on a d'argent. On ne sait pas dans quel sens ça marche, mais on voit bien qu'il y a une corrélation. Et on voit aussi immédiatement plein de choses intéressantes qu'on n'avait pas vues avant. Les exceptions, il y a des États qui ont beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de diplômes. C'est le Nevada. Alors on se pose la question, pourquoi le Nevada, il y a beaucoup d'argent et pas de diplômes? Et là, on se dit, ah oui, il y a Las Vegas dans le Nevada. À Las Vegas, il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas la peine d'avoir beaucoup de diplômes. Puis de l'autre côté, il y a l'Utah, où il y a beaucoup de diplômes et pas beaucoup d'argent. Alors pourquoi l'Utah? Ah ben oui, il y a les Mormons qui sont dans l'Utah. Et donc, la visualisation de données, elle permet non seulement de répondre à des questions qu'on avait avant de regarder, mais elle montre énormément de choses qu'on ne savait pas, et des questions qu'on n'avait même pas imaginé se poser, mais qui sont révélées en regardant la visualisation. Et donc ce point-là, je pense, il est très important parce que dans mon expérience, quand des entreprises, des personnes regardent des données qu'ils n'avaient jamais regardées auparavant, eh bien, systématiquement, ils se rendent compte de choses tout à fait inattendues et souvent très étonnantes et parfois très importantes. C'est là où ça fait la différence avec la statistique, parce que au final, est-ce que tout ça, on n'aurait pas pu le trouver sans visualiser avec juste des opérateurs statistiques? Oui, peut-être, mais en réalité, ce que je disais sur la surprise, les découvertes surprises, euh, les statistiques ne permettent pas de le faire. Et donc, ce que j'essaye d'expliquer souvent dans mes présentations, c'est qu'on est dans une nouvelle ère aujourd'hui
Dans l'ère ancienne, les statistiques permettaient de faire des vérifications savoir si des choses étaient importantes ou pas. Mais dans l'ère nouvelle, avec la visualisation, on a plus que des statistiques, on a aussi la possibilité de regarder la forme des données. Et ça, c'est un point assez nouveau et intéressant. Donc, on se disait avant que les données n'avaient pas forcément une forme, mais là, en leur donnant une forme, on peut voir des choses qui étaient absolument pas visibles avec les statistiques. Alors, un exemple qui est assez intéressant, qui a été présenté par un statisticien au début du siècle, qui s'appelle Anscombe, il a essayé de montrer ça en disant, bon, bah, on va prendre 4 tables, petites tables de données, un peu comme les États américains, puis on va faire des statistiques sur ces tables, et ces statistiques, elles sont absolument identiques. Donc pour un data scientist moderne, quand il a fait les statistiques descriptives initiales, il va se dire, selon moi, ces tables sont à peu près équivalentes. Mais quand on visualise ces tables, ces 4 tables, elles ont une forme qui est extrêmement différente. Et donc, la visualisation va révéler des choses très très intéressantes et très dissemblables. Donc dans l'exemple que je montre, on peut voir que les 4 tables, l'une d'elles, c'est des points qui sont à peu près bien dispersés en ligne. La deuxième, ce sont des points qui sont très très bien alignés, mais il y a une exception quelque part. Le troisième, c'est des points qui ne sont pas en ligne du tout, ils sont plutôt arrondis. Et le dernier, c'est des points qui sont tous à la même position, sauf un qui est vraiment bizarre. On a du mal à imaginer à quel point les mêmes statistiques peuvent produire des représentations très différentes, ou les représentations, des formes peuvent avoir des statistiques très semblables et pour autant être très différentes. Et récemment, c'est assez intéressant, un chercheur à Toronto, dans une entreprise d'ailleurs, Autodesk, a montré que si on donne des statistiques descriptives, voilà, je voudrais telle moyenne, telle variance, telle corrélation, etc., je peux mettre n'importe quelle forme avec ces mêmes statistiques. Donc il a fait une visualisation très sympa où il montre des formes connues, des étoiles, etc., qui ont exactement les mêmes statistiques, et jusqu'à montrer un dinosaure qui apparaît avec les mêmes statistiques, fait avec des points. Donc le message, je pense que le message important par rapport aux statistiques, je crois, c'est que le monde des statistiques et le monde de la visualisation sont complémentaires, complètement complémentaires, mais les visualisations montrent des choses qui sont très différentes et très intéressantes et qu'on ne peut pas avoir dans les statistiques, parce que les statistiques nous répondent à nos questions, alors que les visualisations nous poussent à notre système visuel des informations ou des questions qu'on n'avait même pas avant de les regarder. Donc ce sont 2 fonctionnements différents, très complémentaires. Et ça vient de propriétés cognitives de l'être humain par rapport à la vue. Oui, et de propriétés perceptives aussi, c'est intéressant. Donc, moi j'ai tendance à dire qu'on détourne le mécanisme de notre vision, qui a évolué depuis des dizaines de milliers d'années, on va dire 100 000 ans, 200 000 ans. Donc cette vision, elle nous a permis de survivre dans un monde un peu hostile. Quand on était dans la forêt et qu'il y avait un animal qui commençait à bouger, il fallait qu'on le voie, et la forêt c'est très bruité. Donc notre système visuel, il est vraiment très très performant. Et donc on l'utilise pour regarder des données, et il a des capacités incroyablement efficaces. Et donc on utilise ces capacités pour regarder les données, pour comprendre les données très, très efficacement, malgré le bruit. Donc, les psychologues de la perception ont découvert dans les années 85-86, c'est Trisman qui l'a découvert, qu'il y avait une capacité humaine qu'elle a appelée la perception préattentive, aujourd'hui on appelle ça plutôt efficace, qui nous permettait de répondre à des questions quand on voit des données instantanément, moins de 250 millisecondes, sans effort et de façon très sûre, quelle que soit la quantité de données. Donc, elle appelle ça les caractéristiques préattentives. Et donc, la visualisation utilise cette caractéristique. Et donc, grâce à ça, on peut effectivement, quand on regarde plein de formes, pour certaines questions, on peut répondre sans effort, instantanément, sans faire d'erreur, quelle que soit la quantité de données. Donc, ça, c'est très important. Donc, je vais peut-être vous montrer quelques exemples de ces caractéristiques, parce qu'on ne s'en rend pas du tout compte au début. Donc, la première caractéristique préattentive, la façon dont on les met en évidence, c'est on pose la question à quelqu'un, on lui demande de répondre, et on lui montre une image pendant 250 millisecondes. Donc, c'est très rapide. Et on voit s'il répond ou s'il ne répond pas et s'il fait des erreurs. Donc là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous voyez un rond rouge ? 3, 2, 1, top. Normalement,
tout le monde devrait dire oui, j'ai vu un rond rouge. Et donc, la réponse est très facile à répondre, enfin à faire. La deuxième question, c'est est-ce que vous voyez un rond rouge? Mais c'est une autre configuration. 3, 2, 1. Top. Beaucoup de personnes vont voir le rond rouge, mais pas tout le monde, parce que c'est plus difficile. Et la dernière question, très différente, c'est voyez-vous un rond rouge? Et là, les gens ne peuvent pas répondre, ou très difficilement répondre. Et donc la raison, c'est que dans les deux premiers cas, on a utilisé la couleur, la teinte, et dans l'autre, la forme, c'est la rayon de forme, c'est une autre partie de la forme. Et ce sont deux caractéristiques préattentives. Donc quand on pose des questions aux gens, est-ce qu'il y a du rouge dans du bleu, ou est-ce qu'il y a du bleu dans du rouge, ils peuvent répondre instantanément, sans effort, sans se poser de questions. On peut même leur demander est-ce qu'il y a plus de rouge, est-ce qu'il y a plus de bleu, ils peuvent répondre sans problème. Sur les formes, est-ce qu'il y a des ronds, est-ce qu'il y a des carrés, ils peuvent répondre sans problème, sans difficulté, quel que soit le nombre de carrés et de ronds. C'est un peu plus dur. Quand on mélange la couleur et les formes, eh ben, ils ne peuvent plus répondre instantanément, c'est plus préattentif. Les deux se mélangent et on ne peut plus répondre. Et donc, quand on fait de la visualisation, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser au maximum ces capacités-là pour qu'on puisse regarder une représentation visuelle et répondre à des questions instantanément et sans effort, sans se tromper, tout en sachant que parfois, on est obligé d'utiliser des choses qui ne sont pas préattentives. Et là, bon, il faut se débrouiller. Par exemple, le texte n'est pas préattentif et souvent, il faut montrer du texte. Donc, bon, faut faire attention. Mais donc, il ne s'agit pas de décoration ou de graphique pour faire beau. Il s'agit vraiment d'utiliser nos capacités de perception et de compréhension qui ont été développées depuis très longtemps pour interpréter des données très efficacement. Et donc, c'est en ça que la visualisation est vraiment efficace. C'est important de le rappeler parce que c'est aussi probablement ce qui fait la différence avec l'infographie. On n'est pas uniquement dans une dimension d'illustrer un jeu de données, de communiquer une information clé. On est vraiment dans l'idée d'exploiter nos sens cognitifs pour efficacement décrypter de l'information. Et du coup, on pourrait croire que la visualisation de données, c'est toujours immédiat, ça saute aux yeux. Et c'est pas forcément le cas, non? Non, donc c'est vrai, il y a une tradition qui... On entend souvent qu'une visualisation qu'on ne comprend pas instantanément, elle n'est pas bonne. Et donc, la réponse à cette question, c'est il y a des visualisations très simples où qu'on a l'habitude d'utiliser, elles sont très efficaces et elles vont toucher tout le monde. Donc, si on est une entreprise et qu'on veut montrer à tout le monde, à un maximum de personnes, des informations utiles avec la visualisation, il faut utiliser ces représentations qui sont connues. Mais quand on utilise la visualisation pour essayer de comprendre des données complexes, il existe des techniques de visualisation qui demandent un certain apprentissage. Je pense aux coordonnées parallèles, aux matrices, etc. Et donc, ces représentations sont super efficaces dans le sens où elles permettent de comprendre des grosses quantités de données et de trouver des choses vraiment très, très précises dedans. Mais quand on les montre à des gens spontanément, ils ont des yeux tout blancs. Et il faut passer 10 minutes, un quart d'heure à expliquer comment ça marche. Et après, il faut que l'utilisateur, la personne, passe un certain temps à s'entraîner pour comprendre comment interpréter ces représentations. Et une fois que ces personnes ont passé un certain temps, là, ils deviennent très efficaces. Donc, on est dans cette situation qui est relativement standard, où si on veut conduire un vélo, il faut passer un peu de temps. Si on veut conduire une voiture, il faut passer plus de temps. Si on veut apprendre à conduire un camion, il faut encore plus de temps. Pour la visualisation, c'est un peu la même chose. Si on veut apprendre à lire des visualisations très simples, c'est très rapide. Et puis après, il y a des visualisations qui sont plus puissantes, mais qui demandent plus de temps. Et donc, cette espèce de mythe qu'une visualisation doit être toujours facile à interpréter instantanément, c'est un mythe en réalité. Est-ce qu'on peut s'entraîner pour être meilleur à lire des visualisations de données complexes? Oui, comme tout, on peut s'entraîner, on doit s'entraîner. Ça fait partie de... Quand on a l'habitude de regarder les données et d'utiliser des techniques de visualisation, on apprend. Et donc, la meilleure façon de s'entraîner, c'est de prendre des données qui sont intéressantes, vraiment intéressantes, et d'utiliser plusieurs modes de représentation pour essayer de les comprendre. Donc, c'est un problème de temps. Avec un étudiant, Jérémy Boy, on a travaillé sur la notion de visualization literacy. Donc, l'alphabétisation à la visualisation, on pourrait traduire ça, mais c'est bizarre comme terme. Et donc, on a montré qu'il y avait un niveau de compétence qui pouvait monter et qu'on peut mesurer.
comme par exemple, on peut mesurer le niveau de compétence à lire ou le niveau de compétence à faire des maths, numératie ou alphabétisme simplement. On peut aussi mesurer ce niveau-là. Par contre, ce n'est pas vrai pour toutes les visualisations, c'est vrai pour... on peut être habitué à lire telle représentation ou telle représentation, mais pas du tout une troisième, donc c'est très spécifique. Donc oui, on a montré qu'on pouvait le mesurer et que les compétences montaient avec le temps. Moi, je passe mon temps à regarder ces visualisations, je connais très bien les représentations. Et donc, cette literacy, en fait, on l'a définie avec Jeremy Boy en disant que c'était la capacité, en fait, à traduire des informations, des données aux informations visuelles. Donc, il y a des propriétés dans les données, et ces propriétés dans les données, les visualisations les affichent avec des formes particulières, des patterns, on appelle ça, ou des motifs. Et donc, cette littératie, je vais l'appeler comme ça, c'est la capacité de pouvoir dire, quand je cherche quelque chose dans mes données, voilà ce que je vais chercher dans mes formes, quel motif je vais chercher. Et quand je vois tel motif dans ma visualisation, voilà ce que ça signifie en termes de propriété des données. Donc, par exemple, si on prend un réseau social, donc un réseau qui va connecter des gens, si on cherche des gens très connectés, c'est une propriété dans les données, on va voir sur leur représentation une sorte de personne qui est le centre d'une étoile avec beaucoup, beaucoup de branches, parce que chaque branche, ça va être une connexion. Donc, quand on va chercher ces gens-là, on va chercher cette forme d'étoile, et c'est ça qui va nous donner les gens très connectés. Si on va chercher des gens qui collaborent beaucoup entre eux, on appelle ça souvent des clics, mais donc sur les représentations, ça va être des groupes de gens qui vont être très très connectés, et donc ça va ressembler à des sortes de plats de spaghettis, et c'est ça qui va représenter ces groupes connectés. Et enfin, si on cherche des gens qui font la jointure entre deux groupes, c'est des gens très importants, c'est les gens qui font la connexion entre l'industrie, la recherche, etc. C'est des gens qui vont être très connectés à gauche, et puis très connectés à droite, mais qui vont rien avoir au milieu. Et donc on voit ça, ces formes comme ça, et on les détecte tout de suite. Mais bien sûr, si je vous montre une représentation comme ça spontanément, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas interprété les visualisations, et ni les données. Donc, en prenant l'habitude de regarder, de se poser des questions, on voit apparaître et on voit ces motifs et on sait les reconnaître et on sait faire la traduction entre la partie donnée et la partie visuelle de façon de plus en plus rapide et confortable. Ouais, donc la visualization literacy, donc la capacité à décoder, mais aussi on se pose souvent la question de être capable de trouver la bonne visualisation par rapport à un jeu de données. Et ça fait partie aussi de la visualization literacy. Oui, pas complètement. Non, c'est fait plutôt partie de la connaissance de la visualisation. Je veux dire, si on compare la visualization literacy avec par exemple, l'alphabétisation, le fait qu'on sache bien lire, il y a une chose qui est de bien savoir lire, et puis il y a une autre chose qui est de connaître toute la littérature ou tous les pans de la littérature. On peut être très bon lecteur et ne rien connaître à la psychologie cognitive ou ne rien connaître à la philosophie. Le fait d'être très érudit, c'est différent de savoir bien lire. Donc c'est la même chose en visualisation. Si on sait très bien lire une visualisation, ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes les visualisations. Donc les deux sont un peu indépendants. Et je pense on avait un peu évoqué l'idée de data literacy, qui est encore plus générale. Donc la data literacy est très, très générale et elle est un peu différente de la visualisation literacy, mais on va dire que à l'intérieur de la data literacy, il y a une partie visualisation literacy, mais aussi une partie éducation à toutes les modes de représentation et connaître celles qui seraient les plus efficaces. Et donc c'est un peu différent de ce point de vue-là. Est-ce que du coup, on peut dire qu'il y a pour chaque jeu de données un bon mode de visualisation adapté, parce qu'il y a eu de la recherche là-dessus sur comment on automatise à partir d'un jeu de données sa représentation pour identifier. Il y a des arbres de décision où on dit si mon jeu de données il est comme ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a chaque jeu de données sa visualisation parfaite? Non. Non. Oui, donc il y a effectivement beaucoup de recherches là-dessus et c'est un problème très intéressant de savoir quand on a un jeu de données et qu'on veut en tirer le maximum, comment on le regarde. Donc effectivement, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de recherches sur comment on va choisir le mode de représentation adapté. Et cette recherche, elle est soit très prescriptive, et elle dit si vous avez ça et ça et ça, voilà le mode de représentation.
Et moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce que dans la réalité de tous les jours, quand on est un data scientist et qu'on a des données, souvent c'est quand on confronte plusieurs représentations qu'on arrive à aller au bout de l'interprétation des données. Donc une seule représentation ne permet pas toujours de savoir tout ce qui est intéressant sur les données. Plusieurs sont nécessaires. Une autre façon de faire, c'est le fait de faire des recommandations. Donc là, il y a des systèmes qui commencent à sortir, qui recommandent. Et ça, je trouve ça plus intéressant, dans le sens où c'est pas un guide trop rigide, mais où on dit, vous êtes intéressé par telle ou telle chose, est-ce que vous avez pensé à représenter les données comme ci ou comme ça? Donc les recommandations, c'est une bonne idée, surtout pour les débutants. Et aussi pour être sûr qu'on n'oublie pas de regarder des choses importantes. C'est vrai que quand on a trouvé quelque chose de nouveau dans des données, généralement, on est très très heureux et on se dit ouais, c'est génial, mais ça fait qu'on peut abandonner la recherche de choses intéressantes qui seraient visibles dans d'autres cas. Donc les recommandations sont super intéressantes. Mais je pense que ce qui est vachement intéressant, enfin, ce qui est vraiment très intéressant à garder en tête, c'est que quand on visualise des données, une représentation ne suffit pas en général. Il faut confronter, croiser les représentations pour être sûr qu'on n'a pas loupé des choses très importantes dans les données. Donc, c'est une démarche d'exploration de son jeu de données où on va mobiliser des outils visuels. On peut se laisser embarquer par la visualisation dans quelque chose d'incorrect. Est-ce qu'on peut se faire duper par l'effet visuel produit par les visualisations? Oui. Alors oui, hélas, on l'a vu ces dernières années, la visualisation devient de plus en plus populaire, hein, on la voit de plus en plus. Donc bien entendu, la communication politique s'en est emparée. Et on voit énormément de nouvelles, de publicités, de tweets, de pages Facebook qui montrent des visualisations qui ont été faites pour induire en erreur. Elles ont été conçues pour. Donc, il y a même des sites qui expliquent comment ne pas se faire avoir avec des visualisations qui induisent en erreur. Je peux faire un petit résumé de ces cas-là, mais c'est pas le seul cas où on peut être induit en erreur. C'est un cas fréquent, donc c'est important de s'en protéger. Mais il y a un autre cas dont je voudrais parler, qui est le cas où les données sont compliquées et leur interprétation est subtile. Et donc là, je veux aussi un peu en parler, mais d'abord, je vais vous montrer quelques exemples très, très particuliers de visualisation qu'on a utilisés à mauvais escient. Donc, la première chose qui est faite très fréquemment, c'est ce qu'on appelle tronquer l'axe des Y. Quand on a une visualisation qui montre, par exemple, l'augmentation du prix du pain à travers les 5 dernières années. Si je montre le prix du pain avec seulement le prix du pain il y a 5 ans, puis il y a 6 ans, etc., en commençant non pas à 0, mais au prix du pain d'il y a 5 ans qui était à disons, 60 centimes d'euros, on va avoir une montée de 60 centimes à 65, à 70, etc. Et ça va être une montée qui va paraître être très, 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 très importante. Si maintenant je montre le prix du pain en partant de 0, je vais voir qu'en fait, le prix du pain va être pratiquement stable. Donc une technique super classique pour duper les gens, c'est de tronquer l'axe et de partir d'une valeur petite pour que des différences très très minimes apparaissent très très grandes. Donc ça, c'est un grand classique. Je vous le recommande si vous faites de la communication politique pour dire que les prix ont augmenté ou que les salaires n'ont pas augmenté. Le chômage a baissé. Voilà, tout ça, c'est formidable. Donc, si vous voyez une visualisation où ça part pas à 0 quand on a des barres, vous pouvez vous dire il est où le 0 ? Pourquoi il n'y a pas mis le 0 ? Et en général, ça veut dire que quelqu'un a manipulé la visualisation. Une autre chose qu'on voit souvent aussi, c'est on va pas montrer tous les points, on va dire oui, on va mettre une année sur 2. Mais en fait, si on regarde la température, par exemple, pour le réchauffement climatique, il y a des années où la température est pas très très haute, mais des années où elle monte, etc. Donc si on choisit de pas tout montrer, on peut sélectionner des points qui ne sont pas représentatifs. Et donc ça, c'est tout à fait typique aussi de la visualisation utilisée pour induire en erreur. Donc sélectionner quelques points. Il y a d'autres graphiques très connus où on superpose deux choses différentes. Donc il y en avait un sur le budget donné à l'information et puis le nombre d'avortements. Quand le budget monte, les avortements montent. On superpose deux courbes qui n'ont rien à voir. Et en réalité, cette comparaison, elle n'a pas lieu d'être. Les échelles n'ont rien à voir, les données n'ont rien à voir. Donc on voit beaucoup ça aussi en communication politique. Donc encore une fois, quand on voit deux choses superposées,
faut se méfier parce que, en général, si on change l'échelle et qu'on met tout à la bonne échelle, les effets disparaissent. Donc, vraiment, c'est une nouvelle tendance. En plus de ce phénomène-là, comme on le disait au début, il y a des représentations plus efficaces que d'autres pour certains types de tâches. Et donc, si on veut induire en erreur et qu'on veut dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre tel ou tel type de données, on peut facilement utiliser un mode de représentation, typiquement le camembert, le fameux camembert, où c'est très difficile de comparer les angles dans un camembert en disant, ouais, sur le camembert, vous voyez, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Mais en fait, si on affiche vraiment les données avec un autre mode de représentation, comme des barres, on va voir qu'il y a 50%, 30%, etc. Et donc là, la différence va être très importante. Donc ça aussi, c'est une technique bien connue de manipulation en utilisant les visualisations. Donc là, je pense que c'est aussi une question il faut s'habituer et se dire toujours, bon, quel est le message qu'on veut me faire passer? Est-ce qu'on n'a pas utilisé des mauvaises visualisations qui finalement ne montrent rien? Ça devient de plus en plus fréquent et il faut s'en méfier. Enfin, ce dont je voulais parler, c'était le problème aussi des visualisations qui sont exactes mais qui ne donnent pas le bon message. On a été sensible pendant le Covid, on a vu beaucoup de visualisations pendant le Covid et on a vu l'augmentation des hospitalisations, la diminution. Et au début, ces visualisations, elles étaient faites jour par jour. C'était le retour des hôpitaux. Et donc on voyait ces courbes qui montaient et qui descendaient. Et le dimanche, ça baissait, et le lundi, mardi, ça remontait, et puis le dimanche, ça redescendait. Donc, cette visualisation, elle est exacte en termes de représentation des chiffres qui sont rapportés par les autorités de santé, mais elle ne représente pas la réalité de l'épidémie, elle représente la façon dont les gens ont compté, et donc le dimanche, on comptait moins bien, parce qu'on ne comptait pas dans certains endroits, alors que le reste de la semaine, on comptait mieux. Donc cette représentation-là, elle a induit en erreur, où on se posait beaucoup pouvaient se poser la question pourquoi il y a une différence de contamination entre le week-end et la semaine. Et donc il a fallu du temps même aux médias, donc c'est le Financial Times qui a fait des super représentations pour le Covid. Il a fallu pratiquement 1 an au Financial Times pour lisser ces données sur la semaine. C'est une technique de statistique assez simple. Pour réaliser que montrer ces données réelles avant de les lisser, en fait, ça induisait en erreur plutôt que de donner des informations réelles. Donc, c'est aussi un problème intéressant de se dire que même si les données paraissent réelles, elles peuvent subir des phénomènes de biais. Et donc, quand on les affiche, on voit des choses qui n'existent pas dans la réalité. Alberto Cairo, qui est un prof à l'Université de Floride et qui est aussi en data journalisme et qui montre beaucoup la visualisation, a montré un exemple qui est très très actuel sur l'Ukraine. C'était en 2014, donc c'était pas récent. Et en 2014, il a montré que beaucoup de personnes disent que lorsqu'on regarde la langue en Ukraine, on voit que les russophones sont plus près de la Russie et que les non-russophones sont plus loin de la Russie, et que donc il y a une division et que ce serait logique que les russophones rejoignent la Russie. Donc en visualisant la carte, on voit ces deux blocs et on peut se dire, c'est logique que les russophones. Mais ce qu'il a montré, c'est que quand on demande aux Ukrainiens s'ils veulent rester dans l'Ukraine ou s'ils veulent rejoindre la Russie, sur cette question spécifique, plus de 80% partout répondent « je veux rester en Ukraine ». Donc la langue parlée n'est pas représentatif de la volonté des gens d'aller à droite ou à gauche. Et donc bien souvent, les journalistes, mais d'autres personnes, pas forcément pour mentir, ils utilisent une mesure qu'on appelle un proxy, un représentant, en disant, voilà, en utilisant ce représentant, on voit que, et en fait, ce représentant est mauvais. Donc, il faut, encore une fois, ça c'est de la data literacy, comprendre ce qu'il y a dans les données. Et donc là, la visualisation va montrer les langues, mais ces langues-là ne vont pas indiquer la volonté du peuple à rejoindre un pays ou un autre. Donc là encore, on peut utiliser la visualisation pour induire en erreur, et il faut être critique par rapport à ce qui est affiché. C'est super intéressant parce qu'il ne faut jamais oublier qu'entre la réalité et la visualisation, les données, elles ont été collectées d'une certaine façon. On a fait des choix d'indicateurs, de façon de collecter, de type de données qu'on collecte. Et du coup, si le premier biais peut être là entre la réalité et la donnée qu'on collecte, il y a forcément un décalage. Tout à fait. Il peut y avoir d'autres biais aussi, peut-être dans notre
la façon dont notre cerveau reçoit l'information, notre appétence pour certains types d'informations, certains types de motifs plutôt que d'autres, ou des biais cognitifs comme ça? Oui, oui, c'est intéressant. On a travaillé donc, sur la visualisation depuis longtemps dans mon équipe. Et à partir de 2012, on a commencé à se poser la question, si j'affiche des informations exactes, réelles, le mieux possible, est-ce que ça va faire que les gens vont prendre des bonnes décisions? Donc c'est la différence entre le fait de comprendre des données et le fait de prendre des bonnes décisions à la fin. Et donc ce thème-là, c'est un thème qui est très connu en économie parce que les économistes, depuis le XVIIIe siècle, ont cette idée qu'il y a un homme rationnel qui, quand il a la bonne information, va prendre la bonne décision. L'homo economicus, ils appellent ça. Et ce mythe, il a été balayé par un couple de psychologues américano-israéliens. Donc Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'économie parce qu'il a montré l'existence de ce qui s'appelle les biais cognitifs. Maintenant, tout le monde le connaît. Et donc il a fait ça justement pour montrer que l'homo economicus, la personne rationnelle, prenait toujours les bonnes décisions. Et donc ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait des biais, et que ces biais, quand on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas les éviter. Et donc on s'est posé la question, nous, si ces biais existaient aussi quand on utilisait de la visualisation. Donc qu'est-ce que c'est que ces biais? Un biais qu'on a essayé de tester, c'est l'utilisation du leurre. Donc là, j'ai quelques exemples là-dessus. C'est très important pour la prise de décision, par exemple pour les élections. Donc, l'exemple, ça s'appelle l'effet d'attraction, il est connu. Donc, imaginons que vous ayez des élections dans votre ville et vous avez deux personnes qui se présentent, il y a Bob et Alice qui se présentent. Bob, il a un programme qui est super bon sur l'éducation, il connaît ça sur le bout des doigts. Par contre, sur la sécurité, il est un peu moyen et les gens ne sont pas très sûrs de lui. Alors qu'en fait, Alice, sur l'éducation, elle ne connaît pas grand-chose, mais par contre, sur la sécurité, elle est super au point. Donc, en tant qu'électeur, si on pense que l'éducation, c'est essentiel, on va voter pour Bob. Et si on pense que la sécurité, c'est essentiel, on va voter pour Alice. Et donc, le biais cognitif de l'effet d'attraction, c'est que Ève arrive. Et Ève, elle est pas très bonne en éducation, elle est comme Alice. Et en sécurité, elle est un peu meilleure que Bob, mais elle est clairement moins bonne que Alice. Dans la théorie donc, des biais cognitifs, on appelle un leurre. Et donc, rationnellement, si on va voter, si on est intéressé par l'éducation, on va voter pour Bob. Si on est intéressé par la sécurité, on va voter pour Alice. On n'a aucune raison de voter pour Ève dans un cas comme dans l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que dans la réalité, les gens votent plus pour Alice quand Ève se présente. Parce que comme Ève se présente comme étant plus sécurité, ça va donner des points en plus à Alice. Donc rationnellement, il ne devrait y avoir aucune différence si elle est là ou si elle n'est pas là, parce qu'en fait, elle n'est pas meilleure que l'un ou que l'autre. Mais comme elle est plus proche de Alice, il y a un biais cognitif qui fait que les gens vont plus voter pour Alice. Et donc, ça a été confirmé dans énormément de cas, où quand on introduit quelqu'un qui est proche, ça influence les électeurs. Donc ça, c'est un effet qui est contre la rationalité. Et donc, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez sur un site de vente en ligne et que vous regardez les appareils photo et que vous avez deux critères, le prix ou le nombre de pixels, s'il y a plus d'appareils photo d'un côté que de l'autre, vous allez être influencé par le fait qu'il y a plus d'appareils photo. Et en réalité, si ce qui vous intéresse, c'est soit l'un, soit l'autre, le nombre d'appareils photo ne devrait pas influencer. Vous devriez prendre le meilleur pour le nombre de pixels ou le meilleur pour le prix, mais entre les deux, les autres sont moins bons dans tous les cas. Et ça ne marche pas. Donc, les tests des psychologues ont été faits sur des tables. On montrait des tables, et on demandait aux gens de répondre, et donc les effets étaient absolument dévastateurs. Et nous, on a posé les mêmes questions avec des visualisations, et les effets étaient exactement les mêmes. Donc, les biais cognitifs, ceux-là en tout cas, ceux qu'on a testés, existent aussi avec des visualisations. Et donc là, la seule solution, c'est de les connaître. Il n'y a pas de miracle. Il faut que les gens soient conscients du fait que dans plein de situations de décision, ils vont avoir des biais, et s'ils ne les connaissent pas, ils vont se faire avoir à tous les coups. À tous les coups. Donc, ça, c'est un problème d'éducation. La visualisation, hélas, ne peut pas y faire grand-chose. On a essayé quelques astuces, mais je dirais que ça ne marche pas.
Il y en a d'autres. On parle du biais de confirmation souvent. Oui, oui, le biais de confirmation, c'est un problème intéressant. Ça a été mis en évidence par le contre-espionnage américain. Donc l'idée, c'est on a plein de données, puis on cherche le méchant. Et on se dit, le méchant, il doit se cacher quelque part, il doit communiquer avec d'autres personnes de son pays, et il va faire un attentat, et on va essayer de le trouver. Et le problème du biais de confirmation, c'est que si un analyste se dit, ah, mais je pense que cette personne-là, ça doit être lui le méchant, elle va faire beaucoup d'efforts pour essayer de vérifier que ce qu'elle pense est vrai, et ignorer plein de détails qui vont faire que, en fait, c'est pas vrai, c'est quelqu'un d'autre. Donc le contre-espionnage américain s'est rendu compte que pendant de nombreuses années, ils se sont fait avoir à cause de ça, ils ont dépensé un pognon de dingue à suivre des gens qui n'étaient pas dangereux et ignorer des signes très très visibles de gens très dangereux. Et donc ils ont mis au point des méthodologies pour éviter ce biais de confirmation. Et donc là aussi, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas une visualisation qui va éviter ça ou une super intelligence qui va éviter ça. Ce sont des méthodologies où quand on cherche le coupable, ou par exemple si dans une entreprise on cherche quelle est la partie de l'entreprise qui dépense trop, au lieu de montrer ça à une seule personne qui va avoir ses idées préconçues et qui va essayer de vérifier que c'est le budget du département marketing qui est responsable, etc., etc., on va demander à plusieurs personnes de faire la même analyse en séparé, et ensuite on va confronter les résultats. Mais ça va beaucoup éviter ces problèmes de biais de confirmation, parce que sinon c'est une tendance très forte chez les humains de chercher à confirmer ce qu'ils pensent et pas à essayer de les confronter avec des idées autres. Donc oui, sur Wikipédia, si vous y allez, il y a une page sur les biais cognitifs. Il y a un poster superbe sur les biais cognitifs, un très beau poster circulaire avec un nombre incroyable de biais cognitifs. Et hélas, la seule manière de les éviter, c'est de lire ces pages et de se rendre compte à quel point ces biais sont là et sont des effets de notre évolution, mais sur lesquels on n'a pas vraiment d'action si on ne les connaît pas. Ouais, ce qu'on devrait tous faire, voire apprendre à l'école, comprendre nos biais cognitifs. Absolument, non, c'est vraiment très important. On a pas mal parlé là des biais, de la manipulation. Au final, il y a quand même des cas en visualisation de données où ça a permis de révéler des choses qu'on n'aurait pas comprises autrement, enfin des cas dans l'histoire où ça a vraiment fait progresser la connaissance. Ah, énormément. Donc, dans l'industrie, quand c'est utilisé, ça sert énormément. Donc, il y a des tas de cas d'école. Par exemple, un cas intéressant a été décrit dans la littérature. À BMW, ils avaient un problème qui était dû au fait que sur leurs berlines les plus sophistiquées, de temps en temps, quand les gens fermaient les portes, toutes les fenêtres descendaient. Et donc, ça a agacé les gens quand ils ont payé leur voiture à 100 000 euros et ils ne veulent pas que la voiture se mette à avoir des comportements étranges. Et donc, ils ont passé beaucoup de temps à essayer de comprendre. Et donc, en utilisant de la visualisation sur tous leurs capteurs, ils ont fini par comprendre que c'était un mécanisme de sécurité. Quand la pression devient trop importante, la voiture baisse les vitres. Et quand les 4 portières étaient claquées en même temps, la pression montait très fort et les vitres baissaient. Mais pour comprendre ça, l'article explique toute leur démarche. Et ça a été à partir de visualisation de tous les capteurs pour essayer de comprendre quels étaient les capteurs impliqués et qui faisaient que ça se reproduisait. Et donc, c'était très compliqué. Donc, il y a ces cas-là, il y a les cas d'optimisation de la production de circuits intégrés qui a aussi utilisé pour l'optimisation de production la visualisation pour comprendre ce qui se passait. Il y a un nombre vraiment très, 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 très grand de cas où la visualisation est vraiment efficace. Par exemple, actuellement, je travaille avec la CNAM pour essayer de comprendre comment les Français sont traités. Et donc la CNAM a toutes les données de remboursement de tous les Français pour toutes les pathologies, il n'y a pas de problème. Et ce qu'ils veulent faire, c'est dire on va suivre une pathologie, le diabète ou le cancer du sein, et regarder si les malades sont soignés conformément aux préconisations des médecins référents. Donc, on l'a fait sur une pathologie particulière, les adénomes de prostate non cancéreux, voilà. Et on a regardé, donc on travaille avec des médecins référents et ils n'ont jamais eu accès aux données. Donc, ils avaient des préconisations, mais ils n'avaient aucune idée est-ce que leurs préconisations étaient suivies ou pas. Donc, je leur ai demandé, avant de montrer les visualisations, c'est un truc qu'il faut faire souvent pour que ça marche bien, qu'est-ce que vous vous attendez à trouver? Donc, le médecin, il m'a dit, bon, les malades arrivent, les patients arrivent, ils disent j'ai un problème, on leur dit bon, prenez tel et tel médicament, il y a 3 molécules, ils essayent pendant 6 mois, 1 an,
ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on leur fait un coup de bistouri et c'est résolu et ils rentrent chez eux. Je lui ai montré les données réelles et donc là, il a failli tomber de sa chaise. Donc en fait, la moitié des données correspondait à ça. Donc la moitié des données, c'était bien ce qui se passait, il avait un traitement et ça marchait bien. Et l'autre moitié des données, ça correspondait à rien. Aucune idée de pourquoi les gens faisaient ça. Il y a des gens qui changent de molécule tous les 6 mois, depuis des années. Pourquoi, on n'en sait rien. Il y a à peu près 10% des gens qui passent par la chirurgie et qui ne sont pas guéris. Alors, il ne sait pas pourquoi. Donc, à partir de là, il va pouvoir maintenant essayer de se poser la question, est-ce que ce sont mes préconisations qui ne sont pas bonnes? Est-ce que je dois faire des préconisations plus subtiles en disant que s'il y a telle maladie associée à cette pathologie, ben je vais devoir changer ma façon de traiter. Mais donc, avant que je lui montre, il était complètement dans le noir. Donc voilà, la visualisation sert, comme je le disais un peu au début, quand on montre des données qui n'ont jamais été montrées, on est toujours stupéfait, les gens sont toujours stupéfaits. Donc moi, j'engage les entreprises à regarder leur comptabilité avec la visualisation, regarder leur gestion des stocks ou de collaborateurs, parce qu'il y a systématiquement des choses étranges qui apparaissent et c'est vraiment très efficace. À l'inverse, si on n'utilise pas la visualisation, il y a des articles qui montrent qu'il y a des erreurs, mais si on utilise des mauvaises visualisations, on peut aussi avoir des accidents. Alors il y a un exemple célèbre qui est la navette Challenger en 86 qui a explosé. Pour la navette Challenger en 86, elle a explosé parce qu'il y a un joint particulier qui a pas tenu, qui a craqué, et donc ça fait exploser la navette. Et donc le sous-traitant qui s'est occupé de tester les joints, il a utilisé une représentation visuelle qui était très sympa, mais qui ne permettait pas de prendre de décision, qui était pas adaptée à la prise de décision. Et donc, s'il avait utilisé un mode de représentation très simple, mais très efficace pour montrer l'usure des joints en fonction de la température, il aurait vu que plus la température était basse, plus les joints étaient abîmés, et qu'ils n'avaient jamais été aussi bas, et que déjà, quand c'était déjà à -5, les joints étaient vraiment très, 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 très abîmés. Là, il faisait -10, les joints ont explosé. Le fait qu'il n'ait pas utilisé la bonne représentation, là, ne lui a pas permis de prendre la bonne décision, et il y a eu des effets désastreux avec plusieurs morts. Donc, dans les deux sens, la visualisation est efficace quand on l'utilise bien, et peut s'avérer désastreuse quand on l'utilise pas. Ouais. Donc on le voit, c'est hyper important au final, parce que si on s'en sert bien, on peut trouver des choses qu'on n'aurait pas vues, améliorer énormément son entreprise, son activité. Si on s'en sert mal, au contraire, des graves problèmes peuvent nous attendre. Il y a des biais, il faut avoir une éducation à cette discipline. Donc, au final, ça devrait devenir un métier présent dans toutes les entreprises. Absolument, ça devrait. Et d'ailleurs, ça va le devenir. J'ai aucun doute là-dessus. Disons que quand on l'utilise au quotidien et quand on voit les gens qui l'utilisent, on n'en discute pas. J'ai vraiment eu des histoires incroyables. Par exemple, une histoire intéressante que j'ai entendue quand j'étais au Maryland, c'était l'histoire de la justice juvénile, où les juges doivent décider en 5 minutes est-ce que les enfants qui sont pris la nuit en faisant des bêtises doivent aller en prison ou est-ce qu'on les relâche, et le juge a vraiment 5 minutes. Donc on essayait de voir les dossiers des enfants. Et quand on a visualisé les dossiers des enfants, l'âge des enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait un pic d'enfants qui avaient entre 10 et 14 mois qui étaient arrêtés. Alors, on n'imagine pas des enfants de 10 mois dans la rue en train de casser des vitres. Et donc on a demandé à la police, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont dit, en fait, quand les enfants ne veulent pas donner leur âge, il n'y a pas de case qui dit approximatif. Donc on utilise le nombre de mois au lieu du nombre d'années pour indiquer l'âge de l'enfant. Mais c'était documenté nulle part. Donc, comme c'est documenté nulle part, personne ne le sait en dehors des gens qui font la saisie. Et donc, quand on a visualisé les données, on a vu cette aberration totale qui fait que si on fait la moyenne d'âge des gens, elle va être de 6 ans ou 7 ans, ce qui n'est pas très, très crédible. Donc, dans la réalité, quand on regarde des données, on a toujours des surprises, des choses qu'on a inattendues. Et donc, on peut, en faisant ensuite des analyses sans savoir qu'il y a ces trucs bizarres, faire des erreurs gigantesques. Donc oui, je pense que c'est vraiment important de répéter ce message que regardez les données avant de commencer à les traiter, avant de faire du calcul, avant de faire du machine learning, avant autre chose, parce que si vous ne le faites pas, vous exposez
à des choses bizarres, des erreurs, des mauvaises interprétations, etc. Oui, c'est clair. Et elles en sont où aujourd'hui les entreprises, si on regarde en France ou sur les terrains que vous connaissez? Elles ont eu cette sensibilisation, elles sont conscientes de l'importance de ce métier? Je pense que c'est très très variable selon les entreprises. Donc maintenant, il y a des produits commerciaux comme Tableau, par exemple, qui sont très connus, et donc les gens qui l'adoptent, ils l'utilisent, et c'est facile à utiliser. J'ai discuté avec des gens comme Ariane Espace, qui cherchent à prendre des décisions avec beaucoup de paramètres. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une très grande dispersion entre les entreprises qui connaissent ces outils et qui les utilisent, et ceux qui ne les connaissent pas. Et encore une fois, moi, mon sentiment, c'est que ce sont les étudiants essentiellement qui vont colporter la bonne parole des entreprises. Quand un étudiant va sortir d'une formation où il va avoir vu les bons outils, il va arriver dans une entreprise et dire: ah, si on utilisait un produit même gratuit, en fait, il y en a quelques-uns, ou payant, on pourrait probablement mieux comprendre ou bien trouver des erreurs, nettoyer les données. Je pense que les étudiants sont un vecteur parfait. Après, bon, la communication, le fait de dire bah oui, essayez-le. Mais le fait de dire essayez-le, ça veut dire aussi avoir des gens qui sont capables de l'utiliser. Et comme on le disait un peu au début, tout le monde n'a pas forcément cette sensibilité initiale. Donc pareil, un étudiant, c'est impeccable, ils utilisent des jeux vidéo qui utilisent des représentations visuelles super compliquées, donc ils sont très très bons pour utiliser ces outils. Oui, parce qu'au final, on n'a pas du tout parlé de comment on fait de la visualisation de données, ça sort pas de terre comme ça. On a évoqué Tableau, au final, c'est quoi un peu le spectre des solutions qu'on a pour arriver à ces résultats? Donc il y a plusieurs produits commerciaux, Tableau en est un, Kulik en est un autre. Donc c'est des produits qui ont pignon sur rue, avec des prix variables. Donc aujourd'hui, l'offre est assez importante. L'idée principale, c'est que ces offres se connectent à une base de données d'entreprise, et ensuite la visualisation est très facile à faire. Et on peut les préparer à l'avance, donc on peut avoir des représentations récurrentes. Si on veut faire le bilan à la fin du mois et montrer les évolutions, on peut avoir des templates, donc pour montrer régulièrement les mêmes choses. Après, il y a une énorme quantité d'outils libres qui sont, on va dire, faciles d'accès. Encore une fois, ça dépend pour qui, mais relativement faciles d'accès. Ces outils sont vraiment d'une qualité qui s'améliore, on va dire, presque de jour en jour. La grande nouveauté, c'était il y a une dizaine d'années, il y a un formalisme, on va dire, qui s'appelle Grammar of Graphics, qui est sorti, et qui permet de pouvoir créer des visualisations de façon très très flexible, fluide, sans programmer du tout. Donc ça existe dans des environnements comme R pour les statistiques, mais aussi sur les navigateurs standards en JavaScript, etc. Donc avec des systèmes comme VegaLite qui sont gratuits, qui sont utilisables, mais il y en a d'autres comme Apache, eChart, etc. Donc il y en a beaucoup maintenant. Et donc ce genre d'outils est gratuit. Quand je dis gratuit, ça veut dire quand même qu'il faut que quelqu'un ait la capacité d'aller les chercher, de les installer. Donc c'est pas forcément gratuit dans ce cas-là. Il faut une certaine compétence, pas très élevée, mais qui existe. Mais ces outils-là permettent vraiment de faire de la visualisation très très poussée et très rapidement, interactive, vraiment bien choisie. Donc aujourd'hui, le coût pour entrer dans le monde de la visualisation devient vraiment très, très léger, je pense. Après, il faut malgré tout s'investir et commencer à vraiment utiliser l'outil pour le comprendre. Mais donc, je suis tous les jours contacté par des entreprises qui ont besoin de visualisation. Alors, ils me contactent moi quand ils ont besoin de choses un peu extrêmes qui sortent du quotidien. Donc, je parlais de la CNAM, par exemple. C'est des millions et des millions de personnes sur des dizaines d'années. C'est des quantités de données très importantes. Donc là, il n'y a pas de solution clé en main. Mais par contre, bien souvent, quand des gens viennent me voir, je leur dis, ben voilà, vous avez 5 solutions clés en main, allez-y, entre les solutions purement commerciales, les solutions libres, faciles, et les solutions libres, moins faciles. Et souvent aussi, il y a aussi des entreprises, comme la tienne, qui permettent de faire la connexion avec les industries qui ont besoin de visualisation. Donc, pour le coup, il y a pas mal d'offres de services avec des niveaux de compétences et de qualité variables, mais aujourd'hui, c'est tout à fait
facile, disons, de trouver des entreprises. Il y en a pas 1000, hein, mais il y en a pas non plus 2, quoi. Il y en a une dizaine, des très bonnes en France. Justement, il y a les cas pour lesquels il y a des outils qui existent, qui sont accessibles. Mais il y a des cas qui sont justement des challenges encore pour la visualisation de données. C'est quoi aujourd'hui, d'après toi, les sujets qui posent vraiment question aux gens qui font ce métier de visualisation de données, les sujets qui nécessitent qu'on invente des nouvelles choses ou qu'on travaille des nouvelles technos? Ouais, donc les choses qui sont très à la mode, on va dire, qui sont très importantes dans notre domaine, c'est le problème de l'incertitude. Donc, il y a beaucoup de données pour lesquelles on a une certaine incertitude inhérente aux données. Et aujourd'hui, les visualisations marquent très, très mal l'incertitude. Les statisticiens ont des façons de montrer l'incertitude, mais personne ne les comprend. Et même quand les gens disent qu'ils les comprennent, ils font des erreurs avec. Les expériences l'ont montré. Donc un enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable de dire que dans telle visualisation, il y a une certaine incertitude. On le voit bien par exemple sur la météo. Quand on regarde la météo du jour, on sait bien qu'il y a de l'incertitude. On est toujours à râler en se disant « Ah, ils ont dit qu'il allait pleuvoir, il n'a pas plu » ou « Ils n'ont pas dit qu'il allait pleuvoir, il a plu ». Donc toutes ces prévisions sont entachées d'incertitude et le fait d'afficher les prévisions fait que les gens qui les lisent, s'ils n'ont pas compris qu'il y avait une incertitude, ça va les embêter. Donc là, pour les ouragans qu'on entend actuellement passer, c'est le même problème. Les prévisions sur les trajectoires de l'ouragan, elles se font avec une grande incertitude. Et la plupart des gens ne comprennent pas que ces trajectoires prévues sont avec une incertitude assez forte. Donc on entend des gens hurler en disant en fait j'ai été touché mais c'était pas prévu, ou j'ai pas été touché alors que c'était prévu. Bon, ça c'est dû à l'incertitude qui est mal affichée. Donc ça devient un enjeu d'afficher ces incertitudes. À titre personnel, moi ce qui m'intéresse et ce qui à mon avis est crucial, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle, le fait de visualiser des très grandes quantités de données. Donc c'est utile pour des entreprises qui ont énormément de données. Il y en a pas autant qu'on le dit, mais il y en a quand même beaucoup. EDF, si vous regardez comment les gens utilisent l'électricité, ils ont des millions de Français sur des dizaines d'années et des informations en très grande quantité. Le CEA et toutes les entreprises pétrolières ont ça. La CNAM, j'en parlais pour regarder. Mais donc, plus prosaïquement, quand on fait de la data science, on utilise beaucoup de machine learning. Et le machine learning, ça génère énormément de données. Et ça génère énormément d'informations. Et pour comprendre, est-ce que les systèmes de machine learning font un bon apprentissage, pourquoi il faut regarder ces données. La visualisation est très efficace, mais ça demande de manipuler des très grandes quantités de données. Donc ça, c'est un domaine sur lequel je travaille beaucoup et pour lequel il va y avoir des solutions dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Aujourd'hui, les solutions sont pas encore là parce que ça va nécessiter des changements, disons, dans les logiciels. Mais on y vient petit à petit. Donc, avant, on voyait 10 000 points, 100 000 points, 1 million de points, 10 millions de points. Il faut qu'on aille vers le centaines de millions, milliards de points. Et on y va doucement. Mais c'est pas simple en termes d'infrastructure. Donc ça reste les challenges. Avec les problèmes de s'assurer que les utilisateurs sont capables d'interpréter correctement les visualisations sans les biais cognitifs et sans d'autres biais sur les données. On peut en dire un peu plus sur l'état de l'art, sur ces problématiques de scalabilité sur des très grands volumes. Est-ce que l'enjeu, c'est plutôt le côté affichage, les modes de visualisation? Est-ce que l'enjeu, c'est plutôt comment on sert des très grands volumes de données pour les visualiser ensemble? Tous les problèmes sont là, donc la quantité de données, le fait de les traiter, de les gérer, de les faire des requêtes. Mais le point bloquant jusqu'à maintenant, c'est le problème de la latence. Donc, si on veut afficher 1 milliard de points, imaginons, on peut faire un programme qui va lire les données, et puis il va mettre les points sur un écran, et puis le montrer à l'utilisateur. Et ça va peut-être mettre 2 heures à se calculer, puis à la fin, il aura une image. Bon, déjà, si on affiche 1 milliard de points sur un écran qui a 1 million de points,
en fait, il va être tout noir. 1 million de pixels, ouais. Voilà, il va par 1 million de pixels, il va être tout noir et on va rien voir. Donc déjà, il faut adapter les techniques. Donc ça, on sait le faire. Il y a des techniques qui s'appellent les techniques de visualisation par densité. Donc on doit changer de représentation. Donc ça, on sait à peu près faire. On peut s'améliorer là-dessus. Mais après, le problème, c'est que si on veut interagir, il n'est pas question d'attendre 20 minutes que l'image s'affiche, puis ensuite de dire « Ah bah là, je voudrais zoomer ici », puis 20 minutes après, on revient, l'image est zoomée, etc. C'est absolument impossible. Les humains, quand ils interagissent avec un système, ils veulent interagir en moins de 10 secondes toujours, et généralement moins d'une seconde, ou parfois même 100 millisecondes quand ils doivent avoir des interactions continues. Donc là, le challenge, c'est comment on fait pour baisser la latence, le temps de réaction, quand on a des quantités de données énormes, et quand on a aussi des calculs au milieu, quand on doit faire des traitements, du clustering, de l'analyse, en utilisant des techniques d'analyse complexes. Jusqu'à maintenant, ce qu'on essayait de faire, c'était d'avoir des ressources de plus en plus grandes, des machines parallèles de plus en plus sophistiquées. Mais la triste réalité, c'est que si on a un cluster de machines, si on prend 1000 machines dans un cluster, chaque machine va être très rapide, mais le temps de démarrer les machines, d'envoyer les données, de récupérer les données, ça va prendre de plus en plus de temps, ça va augmenter de la latence. Donc les machines distribuées, elles calculent très vite quand elles commencent, mais le temps de les faire commencer et de récupérer, c'est très long, ça met 30 secondes, 1 minute. Donc les configurations actuelles ne permettent pas de baisser la latence. Donc la prochaine question, c'est comment on fait pour contrôler la latence. Et là, j'ai des solutions, mais c'est de la recherche sur la latence. Donc les infrastructures, même les supercalculateurs, ne permettent pas de diminuer la latence. Donc c'est là où le challenge devient intéressant. Et c'est là où on va se reposer la question de est-ce que c'est toujours rentable ou à minima indispensable de passer par la visualisation de données versus machine learning, intelligence artificielle qui vont nous proposer une solution, nous proposer un arbitrage ou un scoring. C'est le débat dans le monde de la visualisation de données depuis quelques années, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer la visualisation de données? Tu en penses quoi? Alors voilà, c'est un problème très intéressant. Donc jusqu'à maintenant, c'était un peu la façon dont on posait la question. Est-ce que il y a trop de données, c'est trop compliqué, les humains ne sont pas super forts, donc on va utiliser des systèmes intelligents pour prendre des décisions et dire à l'humain, tu fais ça. Donc depuis maintenant 2 ou 3 ans, les choses sont en train de changer et la nouvelle façon d'aborder les choses, c'est d'avoir soit human in the loop, soit AI in the loop, selon qu'on voit la boucle comme contrôlée par les humains ou contrôlée par la machine. Mais donc moi je crois énormément dans la complémentarité entre humain et aide avec des méthodes analytiques. Donc un exemple de débat qu'on a eu depuis plusieurs années, c'était les neurologues ou les médecins qui faisaient des opérations sur des problèmes dans le cerveau. Donc depuis 10 ans, les experts en machine learning leur disent on va vous indiquer comment couper le cerveau au mieux pour aller retirer un problème dans le cerveau. Et le neurologue leur répondait c'est moi qui fais l'opération, c'est moi qui parle avec le malade, c'est moi qui parle avec les parents du malade. Si le malade meurt ou a des problèmes, je ne peux pas lui répondre, la machine m'a dit de couper, donc j'ai coupé. Ça, ce n'est pas une réponse acceptable. Donc j'ai besoin de comprendre pourquoi je dois couper là, et tant que je ne comprendrai pas pourquoi je dois couper là, je ne le ferai pas, parce que c'est moi qui assume la responsabilité. Donc pendant de nombreuses années, c'était un dialogue de sourds. Les uns disaient statistiquement c'est beaucoup plus efficace, et les autres disaient c'est ma responsabilité, je ne prendrai pas la responsabilité de suivre aveuglément une machine. Donc aujourd'hui, la situation est devenue un peu plus raisonnable, j'espère qu'elle va le devenir encore plus dans ces discussions. Il y a clairement à trouver un juste milieu entre des recommandations qui peuvent être données par une machine à travers du machine learning, la recommandation pouvant être de passer par ci ou par là, des explications pour essayer d'expliquer donc pourquoi et d'un humain qui pourrait poser des questions en disant mais si je fais ci, quel est le problème, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va dans un monde où il va y avoir une complémentarité, encore une fois, et encore une fois, la visualisation permet de pouvoir communiquer, on va dire, entre les algorithmes et les machines. Donc là, on parle de visualisation analytique. On n'est pas en train de regarder les données brutes,
mais de regarder les données produites par un algorithme et de pouvoir interagir avec en disant à l'algorithme, si je change ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Donc, je pense que le débat tout automatique ou tout humain, il a fait des discussions à n'en plus finir. Aujourd'hui, je pense qu'on s'oriente vers cette situation où on trouve un point intermédiaire, il y a une discussion entre les deux, et je pense que c'est très bien. Bien sûr, les entreprises voudraient bien tout automatiser, mais on imagine bien que si on automatise des choses aussi compliquées que des opérations chirurgicales au cerveau, ensuite il va y avoir une responsabilité, et on le voit très bien aussi sur le problème de la conduite automatique. Les machines qui font de la conduite automatique, c'est une sorte de malentendu parce que le mode d'emploi dit c'est l'humain qui a le contrôle, mais la machine fait des recommandations. Mais dans la réalité, soit l'humain prend le contrôle, soit la machine prend le contrôle, mais entre les deux, il n'y a pas un passage très très clair de l'un à l'autre. Et donc, je pense que c'est sur cet aspect-là qu'on va devoir travailler dans les années à venir. Et donc, la visualisation, il me semble, va être toujours absolument indispensable pour discuter avec des algorithmes maintenant. Et est-ce que tu vois d'autres enjeux pour la visualisation de données dans les années à venir? Là, on a parlé de la collaboration algorithme humain, on a parlé scalabilité et latence. Est-ce que tu as d'autres sujets d'avenir dans les prochaines années? Plus lié à l'éducation, je dirais. Enfin, comme on le disait, je crois que notre société maintenant, elle repose sur les données en masse. Les données sont partout, les données permettent de prendre des décisions. Et donc, l'éducation telle qu'elle a été conçue jusqu'à maintenant, elle n'a pas vraiment introduit les données, disons, centralement dans les cursus à l'école. Donc, on fait pas mal d'expérimentations pour essayer de montrer comment utiliser la visualisation très tôt. Je pense que c'est vraiment très utile, et je pense que aussi pour des problèmes de démocratie, c'est vraiment très utile. Donc, la formation, disons, au plus grand nombre, c'est très important. Et donc on pourrait croire que c'est simple, mais ça va demander un peu de temps. Et de mon point de vue, c'est aussi un devoir citoyen quand on discute, même ne serait-ce qu'aujourd'hui, on parle du budget de la France. Qui sait ce que c'est que le budget de la France? Qui sait ce que c'est que la part de la défense par rapport à la part de l'éducation? En fait, on n'en sait rien. Les données sont là, mais on ne sait pas les voir. Et donc, je crois que ça va être critique. Donc, il y a les aspects techniques, clairement, plus de données, plus d'algorithmes, plus d'interactions, plus de vitesse, moins de latence. Ça, on va y travailler pendant les 10 prochaines années, il n'y a aucun doute. Mais il y a les données, il y a les problèmes plus humains, formation, utilisation de ces outils appropriés, éviter les biais cognitifs, savoir comment utiliser les données, les interpréter pour prendre des meilleures décisions plus rapidement, plus efficacement. Super résumé. Jean-Daniel, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui te tient à cœur? Non. On a parlé de tout, c'est vrai. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question, et c'est une très, très bonne idée de faire ce genre de présentation résumée pour que ceux qui pourraient se poser des questions puissent avoir des réponses, j'espère, assez rapides. Donc, on peut s'informer. Il y a plein de sources d'informations très intéressantes. Il y a des blogs. Peut-être je vous donnerai la liste de blogs connus où on a des sujets de discussion. Il y a des sites web très bien, des vidéos. Il y a des livres qui sont très très beaux sur la data visualisation, et donc on peut les utiliser. Et après, il y a d'autres ressources comme des articles de conférences qui sont utilisables. Mais je pense que les livres sont probablement la meilleure façon de faire, parce que c'est des beaux livres et ils donnent plein d'informations et ils sont très surprenants, dans le sens où, comme je le disais à un moment, quand on voit des données qu'on n'a pas l'habitude de voir, souvent c'est plein de surprises. Une des choses qu'il faut dire, et elle n'est pas assez dite, je trouve, c'est qu'un des précurseurs de la visualisation telle qu'on l'entend, qui a formalisé beaucoup de règles de la visualisation, c'est Jacques Bertin, qui est français. Il était à l'école pratique des hautes études, enfin, donc après le HESS en France, et il a écrit en 1967 un livre qui s'appelle Sémiologie graphique, qui est certainement la base qu'utilise le monde entier maintenant pour faire les visualisations. Alors, je ne recommande pas de lire ce livre, il est très daté, il est très épais, il est vraiment fantastique, mais
il est très difficile à lire. Mais il faut affirmer le fait que la France a été précurseur dans le domaine de la visualisation et donc on est très bien placé. Et si tu devais nous donner, juste pour commencer sur le sujet, une recommandation, tu mentionnerais plutôt quoi? Un livre, un blog? Ça dépend de la sensibilité des gens. Je pense que les jeunes sont plutôt blog, donc, où ils écoutent aussi des vidéos et des choses comme ça. Bon, donc les blogs, les vidéos sont une bonne façon de s'y atteler. Il y a une vidéo extrêmement intéressante sur la visualisation et le développement de, comment s'appelle-t-il, ce Suédois dont on parlait. Hans Rosling? Voilà, Hans Rosling. Donc ça, je la recommande. Hans Rosling, il est décédé il y a quelques années, Tout à hélas. fait. Mais sa visualisation de Hans Rosling, elle est tout à fait fantastique parce que c'est aussi un excellent orateur. Mais après, moi, j'aime bien les livres. Les livres sont très bien. Le livre d'Edward Tufte, le premier, est vraiment excellent. Il y en a des beaucoup plus récents. Et donc après, les sites web, etc. Donc oui, beaucoup de ressources. Et comme elles sont très graphiques, c'est très agréable de les consulter. Donc n'hésitez surtout pas. Jean-Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.